Bonjour à tous, je vais corriger un devoir sur le condensateur qui va être utilisé comme capteur d'arrosage capacitif. Alors, on te dit, afin de faciliter la gestion de l'arrosage de ces plantes, un botaniste amateur investit dans une série de microcontrôleurs, de capteurs d'humidité et de pompes afin d'automatiser l'apport en eau de ces plantes. C'est sur la figure 1. Son idée est la suivante. Le capteur remonte au microcontrôleur une mesure de l'humidité relative du milieu et, dès que celle-ci est inférieure à un seuil qu'il a préalablement décidé, cela déclenche une action, par exemple une alarme, ou bien encore l'arrosage de la plante. Cet exercice ne s'intéresse qu'à l'étude de la mesure par le capteur de l'humidité réalisée à l'aide d'un condensateur. Tous les autres aspects de gestion de l'arrosage ont été volontairement ignorés. Alors, dans la première partie, on va étudier la capacité du capteur en fonction de l'humidité. Donc, le capteur d'humidité, c'est un condensateur plan qui peut être schématisé de la manière suivante. Donc, deux armatures métalliques de surface S, espacées d'une distance L, et il y a un milieu dont la permittivité relative vaut epsilon R. Alors, on te rappelle, on te donne la formule de la capacité d'un condensateur et on te dit qu'elle est exprimée de la manière suivante. La capacité, c'est égal à epsilon 0, c'est la capacité, c'est la permittivité du vide. Epsilon R, c'est la permittivité relative du milieu. S, c'est la surface des armatures du condensateur. Et L, c'est la distance entre les armatures. Et on te dit, le principe du capteur réside dans le fait que la capacité du condensateur va changer en fonction de la proportion d'eau présente dans le sol. Alors, première question, la permittivité de l'air, elle est de 1, alors que celle de l'eau, elle est de 80. Et on te demande d'en déduire parmi l'air et l'eau le milieu pour lequel la capacité du condensateur sera la plus grande. Alors, pour cela, on t'a rappelé la formule de calcul de la capacité. Ensuite, d'après la question 1, on voit que la permittivité de l'eau est supérieure à la permittivité de l'air. Donc, si tout simplement on remplace dans la formule, on se rend compte que la capacité du condensateur dans l'eau sera supérieure à la capacité du condensateur dans l'air, puisque la capacité est proportionnelle à la permittivité du milieu. Justifiez alors que pour une même charge électrique portée par une armature du condensateur, la tension électrique aux bornes de celui-ci est plus faible quand il est plongé dans l'eau que quand il est laissé à l'air libre. Donc, on va rappeler la relation entre la charge électrique et la tension aux bornes du condensateur. Donc, je l'ai rappelé pour les deux milieux. La charge électrique dans l'eau, c'est la capacité du condensateur dans l'eau fois la tension aux bornes du condensateur dans l'eau. Et la charge électrique d'une armature dans l'air, ça sera la capacité du condensateur dans l'air fois la tension aux bornes du condensateur quand le milieu est de l'air. On nous dit que dans la question, pour une même charge électrique, ça veut dire que la charge électrique dans l'eau est égale à la charge électrique de l'air. Et donc, dans ces cas-là, on arrive à cette formule, tout simplement en égalisant ces deux points-là. Et vu que tu sais, d'après la question précédente, que la capacité du condensateur dans l'eau est supérieure à la capacité du condensateur dans l'air, inexorablement, la tension du condensateur quand il est plongé dans l'eau sera inférieure à la tension aux bornes du condensateur quand il est dans l'air. Alors, la partie B, étude de la charge d'un condensateur. Alors, cette fois, le condensateur, il est connecté à un microcontrôleur. Dès que le microcontrôleur est mis en route, cela déclenche la charge du condensateur, qui compose de capteurs, alors que ce dernier est encore dans l'air. Le système est modélisé par le circuit représenté ci-dessous. Il comporte un condensateur de capacité CR, donc le condensateur est là, un générateur idéal de tension qui va délivrer une tension E et une résistance de valeur
R. Et initialement, le condensateur est déchargé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension aux bornes du condensateur à T égale 0. On te demande d'établir pour le circuit de la figure 3 la relation entre E, la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes du condensateur. Et pour cela, eh bien, tu vas appliquer la loi des mailles dans ce circuit électrique. Alors, pour appliquer la loi des mailles dans ce circuit électrique, moi, je choisis un sens de circulation et je vais donc prendre la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes de la résistance moins E, puisque ici ma flèche et la tension ne sont pas dans le même sens, et tout ça fait 0. Si on passe E de l'autre côté, on a que on obtient que la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes du conducteur ohmique est égale à la tension délivrée par le générateur. Deuxième question, donner la relation mathématique entre l'intensité du courant I et la charge électrique Q qui traverse une portion du circuit. Préciser les unités de chacune des grandeurs. Alors, l'intensité, c'est une petite quantité de charge électrique pendant une certaine durée. La notation suivante est également acceptée. Et pour les unités, eh bien, l'intensité va s'exprimer en ampères, la charge en coulombs et le temps en secondes. Question 3. Montrez alors que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes du condensateur, donc notée UC, est la suivante. Donc pour cela, on va reprendre la loi des mailles, donc la relation qu'on avait trouvée précédemment. Donc, la tension aux bornes du condensateur plus la tension aux bornes du conducteur ohmique vaut la tension aux bornes du générateur. Puis, on va appliquer la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique. Cette loi d'Ohm dit que la tension aux bornes du conducteur ohmique, c'est la résistance multipliée par l'intensité. L'intensité, on vient de voir à la question précédente, eh bien que c'est une petite quantité de charge sur une petite durée. La charge du condensateur, alors pour que mes élèves s'en souviennent, je leur dis que Q, c'est Q. Hein. Donc Q, la charge, c'est bien la capacité fois la tension aux bornes du condensateur. Et en combinant ces deux relations, tu arrives à que la tension aux bornes de la résistance, c'est le produit de la résistance fois la capacité multiplié par la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps. Si tu remplaces la tension aux bornes de la résistance, donc toute cette expression, dans ici cette expression-ci, tu obtiens dans ces cas-là UC plus RC d2UC sur dt égale E. Et si tu divises par RC de part et d'autre de l'égalité, tu arrives à la formule qui est donnée en début de question. Alors, question 4.1, pareil, c'est une question qui est très classique. Il faut montrer que UC de t qui est égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux est solution de l'équation différentielle à condition que taux soit égal à RC. Donc, on va poser tout simplement taux vaut RC. Donc, si taux vaut RC, alors l'équation est la suivante. D de UC sur dt plus UC sur taux égale E sur taux. UC, on nous donne son expression, on nous dit que c'est E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Donc, ça veut dire que si on développe, ça veut dire que ça fait E moins E facteur, E moins E fois exponentielle de moins t sur taux. Et pour vérifier que ces solutions d'équation différentielle, il va falloir injecter UC dans l'équation. Et quand tu vas injecter UC dans l'équation, à un moment donné, il va falloir dériver UC par rapport au temps. Donc, il va falloir dériver cette fonction par rapport au temps.
Et alors, dériver une constante, ça devrait aller. Par contre, là, il va falloir que tu dérives ce qu'on appelle une fonction composée, donc exponentielle d'une autre fonction. Alors, je vais juste faire un petit point. Si tu veux dériver exponentielle de g de t, mathématiquement, tu cherches exponentielle de g de t prime. La dérivée, eh bien, ça sera g' de t fois exponentielle de g de t. Par exemple, si tu veux dériver exponentielle de 3 fois t, g de t, ici, ça vaut 3t, parce que c'est exponentielle de g de t. G de t, ici, ça vaut 3t. G' de t, c'est la dérivée de 3t, donc ça vaut 3. Et donc, si tu cherches la dérivée de exponentielle de 3t, alors on t'a dit, ça vaut g' de t. G' de t, ça vaut 3, fois exponentielle de g de t, donc fois exponentielle de 3t. Alors, je vais passer sur un autre exemple. Maintenant, si tu as envie de dériver moins 3 fois exponentielle de moins t sur 4. Alors, que vaut g de t? G de t, c'est ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle, ça vaut moins t sur 4, ou si tu préfères, moins 1/4 fois t. La dérivée de g de t, donc g' de t, comme g de t, ça vaut moins 1/4 fois t, g' de t, ça vaut moins 1/4. Et si tu cherches à dériver maintenant moins 3 fois exponentielle de moins t sur 4, alors, moins 3, tu le gardes, moins 3, fois, alors on est parti, g' de t, donc fois moins 1/4, fois exponentielle de g de t, donc fois exponentielle de moins t sur 4. Et au final, ça va te donner 3/4 de exponentielle de moins t sur 4. Et alors maintenant, bien, on va enlever les chiffres, on va mettre des lettres. Si tu veux dériver moins grand E, une constante, fois exponentielle de moins t sur taux, ici, g de t, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle, ça vaut moins t sur taux, ou si tu préfères, ça vaut moins 1 sur taux fois t. Si tu cherches sa dérivée, eh bien, g' de t, ça va donner moins 1 sur taux. Et maintenant, si tu cherches la dérivée de tout ceci, donc la dérivée de moins e fois exponentielle de moins t sur taux, ça vaut moins e, parce que moins e c'est devant, c'est comme le moins 3 ici, fois g' de t, donc moins 1 sur taux, fois exponentielle de g de t, donc exponentielle de moins t sur taux, qui donnera à la fin e sur taux exponentielle de moins t sur taux. Donc maintenant, je passe ici, je repasse à uc de t. uc de t, on a vu que ça valait e moins exponentielle de moins t sur taux. Et donc, je veux injecter dans l'équation, c'est-à-dire que je voudrais pouvoir trouver ce que vaut d2uc sur d2t, trouver ce que vaut d2uc sur d2t plus uc sur taux et montrer que ça vaut e sur taux. Donc, je vais dériver uc par rapport au temps. Donc, je vais dériver cette fonction par rapport au temps. Alors, quand je dérive cette fonction par rapport au temps, je dérive e. La dérivée de e, c'est la dérivée d'une constante. Donc, ça vaut 0. Et maintenant, je veux dériver moins e fois exponentielle de moins t sur taux. Ah bah oui, mais ça, je sais ce que ça vaut, puisque je l'ai traité ici. Donc, ça vaut bien moins e fois moins 1 sur taux fois exponentielle de moins t sur taux. Donc, le 0, on n'en a plus besoin. Moins e fois moins 1 sur taux, ça va faire e sur taux exponentielle de moins t sur taux. Donc, j'ai la valeur de ceci. Maintenant, je vais rajouter uc sur taux. Donc, d2uc sur dt plus uc sur taux. Donc, d2uc sur dt, je connais sa valeur. Je l'ai mise là. Plus uc sur taux. Alors, je vais rajouter uc sur taux. Je connais uc. C'est e moins
E fois exponentielle de moins t sur taux. Donc, UC sur taux, ça va valoir E sur taux moins E sur taux exponentielle de moins t sur taux. J'ai tout simplement divisé par taux. Et maintenant, je le regarde. Donc, j'ai E sur taux exponentielle de moins t sur taux, E sur taux exponentielle de moins t sur taux. Ces deux termes-là vont s'annuler. Et il va rester E sur taux. C'est parfait, parce que c'est exactement ce que ça doit valoir pour que ce soit solution. Donc, j'en conclus que si on pose taux égale RC, alors la fonction qui est proposée est bien solution de l'équation différentielle. On te demande de nommer le produit des grandeurs R et CR. Alors, j'ai des élèves qui me répondent, ça vaut taux. Oui, mais bon, c'était dit à la question précédente. On pose que taux égale R fois CR. Donc, on attend autre chose. Taux, en effet, ça représente quelque chose. C'est ce qu'on appelle la constante de temps caractéristique du circuit. Et c'est ce que l'on attendait à cette question. Alors, ensuite, montrer qu'une fois avoir attendu un temps suffisamment long, la charge du condensateur vaut la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du générateur. Alors, on va regarder. On a l'expression de la tension aux bornes du condensateur. Et on va regarder ce que vaut cette tension au bout d'un temps très long. Donc, si c'est au bout d'un temps très long, on peut aller chercher la limite. J'ai certains élèves qui sont allés à 5 taux. Et c'est très bien aussi, ça marche aussi. Alors, je vais chercher la limite, quand t tend vers plus l'infini, de la tension aux bornes du condensateur. Donc, ça fait la limite de E fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Et si on développe, ça fait la limite de E moins E fois exponentielle de moins t sur taux. Alors, la limite quand t tend vers plus l'infini d'une constante, c'est une constante. Et la limite quand t tend vers plus l'infini de exponentielle de moins t sur taux, ceci, ça tend vers 0. Donc, moins E fois 0, ça fera 0. Donc, la limite, ça vaudra E. Ça veut dire qu'au bout d'un temps très long, la tension aux bornes du condensateur, c'est égal à la tension aux bornes du générateur. Et maintenant, on sait que Q, la charge du condensateur, c'est la capacité du condensateur fois la tension aux bornes du condensateur. Donc là, comme la tension aux bornes du condensateur, quand le temps tend vers plus l'infini, elle est égale à E, on retrouve l'équation de l'énoncé. Donc, dernière partie, qui est l'utilisation en situation de capteur. Donc, c'est une partie qui est un petit peu différente, un petit peu plus originale par rapport, on va dire, aux exercices qu'on peut trouver sur le condensateur, mais qui est tombée, on va dire, au bac l'année dernière, à la fois en Nouvelle-Calédonie, donc c'est le sujet que je fais, et en métropole. Donc, le moniteur série associé au microcontrôleur permet de récupérer la valeur lue sur le pin A0 ou broche A0 de connexion du capteur sur le microcontrôleur. Lorsque le capteur est placé dans l'air, la valeur obtenue, 595, est reportée ligne 5 du script fourni sur la figure 4. Ensuite, le capteur est plongé uniquement dans l'eau. La valeur obtenue sur le moniteur série est de 217. Bon, en gros, si tu plonges ton condensateur dans l'air, tu obtiens 595, c'est-à-dire que le capteur donne 595. Si tu plonges le condensateur dans de l'eau, le capteur donne 217. Une fois ces deux valeurs déterminées, le capteur est planté dans la terre d'un pot de plantes vertes. La valeur alors mesurée est comprise entre les valeurs minimales et maximales préalablement trouvées. Donc, voici le script. Et on te dit recopier puis compléter la ligne 6 afin d'y faire figurer la valeur mesurée par le capteur dans le cas où il est uniquement dans l'eau. Alors, quand on regarde la ligne 5, on voit que c'est... on fait figurer la valeur mesurée par le capteur dans le cas où il est dans l'air. Et là, ça fait 595.
Et dans l'énoncé, on vient de nous dire que quand on le met dans l'eau, on a 217. Donc, on recopie, const int o égale 217, point virgule. Et ça suffit. Expliquer pourquoi la valeur mesurée par le capteur une fois mis dans le pot de la plante sera forcément comprise entre 217 et 595. Alors là, il ne faut pas se contenter de réécrire le texte, puisque j'ai certains élèves qui me disent « Ah bah parce que la valeur alors mesurée est comprise entre les valeurs minimales et maximales préalablement trouvées. » Oui, mais on aimerait savoir justement pourquoi. Bien, tout simplement parce que dans l'air, le capteur, il a donné 595. Dans l'eau, il a renvoyé 217. Et on va le mettre dans de la terre. Et la terre, elle peut pas être plus sèche que l'air, ni plus humide que l'eau. Donc c'est pour ça qu'il va renvoyer une valeur qui va être comprise entre 217 et 595. Alors, une question un petit peu plus compliquée. Proposer une expression littérale permettant de déterminer le pourcentage d'humidité relative quand le capteur est en cours d'utilisation dans un pot en fonction des variables valeur expérimentale, sec et eau. Alors, on va juste un petit peu tout remettre. Ce qu'on sait, c'est que si le capteur il donne 217, ça veut dire qu'il est dans l'eau et qu'il y a dans ces cas-là 100% d'humidité. Par contre, quand le capteur il donne 595, eh bien, ça veut dire qu'il est dans l'air, donc sec, et qu'il y a 0% d'humidité. Et ce qu'on pourrait se poser comme question, mais s'il donne 300, alors ça fera quel pourcentage d'humidité? Bah, entre les deux, mais combien? Alors, je vais reprendre un petit peu ce graphe-là pour te montrer qu'à partir de ce graphe-là, on peut répondre à la question. Pour ça, donc j'ai mis le pourcentage d'humidité en fonction de la valeur expérimentale mesurée par le capteur. Ce que tu sais que quand le capteur mesure 595, ça veut dire qu'il est au sec, parce qu'il est dans l'air, et on a 0% d'humidité. Et quand le capteur mesure 217, ça voulait dire qu'il était dans l'eau et qu'on avait 100% d'humidité. Et on va supposer qu'il va varier selon une droite, ce capteur. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, si jamais on a une valeur expérimentale de capteur comprise entre les deux, par exemple ici, on aura un pourcentage d'humidité qu'on pourra lire ici. Autrement dit, si on avait l'équation de cette droite, on pourrait assez facilement répondre à la question. Donc, on va essayer de déterminer l'équation de cette droite. Donc, je vais appeler Y le pourcentage d'humidité et X la valeur expérimentale donnée par le capteur. Et comme j'ai une droite, j'ai donc une fonction du type Y égale AX plus B, avec A le coefficient directeur de la droite et B l'ordonnée à l'origine. Donc, pour trouver le coefficient directeur de la droite, je vais prendre plusieurs points. Je vais prendre le point A, de coordonnées pour 595 en X, 0 en Y. Et puis, je vais prendre le point B, puisque ce sont deux points que j'ai. Et là, quand le capteur vaut 217, quand X vaut 217, YB vaut 100. Et je vais donc calculer A. Et pour calculer A, je vais faire YA moins YB divisé par XA moins XB. Donc, YA 0 moins YB 100 divisé par XA 595 moins XB 217. Et je garde volontairement ceci. Je ne m'amuse pas à calculer les valeurs parce que je sais que 100, ça va représenter 100%, 595, la valeur sec,
et 217 eau. Maintenant, je vais essayer de déterminer B. Alors, ce que je sais, eh bien, c'est que quand x vaut 595, alors y vaut 0. Et je vais remplacer dans cette équation. Donc, y vaut 0, moins y vaut 0, égale ax. A, on a la valeur, donc moins 100 divisé par 595 moins 217, fois x, ici 595, plus b. Donc si on a b plus tout ça qui doit être égal à 0, mais ça veut dire que b, ça vaut 100 fois 595 divisé par 595 moins 217. Alors, tout simplement, ici, on a moins tout un nombre plus b. Bah, b, c'est forcément l'opposé de ce nombre. Et donc, eh bien, j'en déduis l'équation de cette droite. Et donc, j'arrive à relier le pourcentage d'humidité en fonction de la valeur expérimentale du capteur. Et on va, j'ai mis de la couleur parce qu'on va factoriser par ceci. Et tu vas voir que ça va faire apparaître une expression. Donc, ça fait 100 sur 595 moins 217, facteur de moins x plus 595, ou alors, si tu préfères, ça fait y égale 100 sur 595 moins 217, facteur de 595 moins x. Et maintenant, bien, si on remplace y par le pourcentage d'humidité, x par la valeur expérimentale du capteur, 100 par 100%, 595 par sec et 217 par eau, on a l'expression du pourcentage d'humidité. Le pourcentage d'humidité, c'est 100 fois la valeur de la constante sec moins la valeur expérimentale sur sec moins eau. Et donc la dernière question, donnez alors le code à écrire à la ligne 17 qui réalise le calcul de la valeur pour la variable pourcentage d'humidité. Eh bien, tout simplement, ça vaut 100 fois sec moins valeur expérimentale divisé par sec moins eau. Et puis, on n'oublie pas le point virgule parce qu'ici, on est en langage C. Voilà, donc je sais bien que l'avant-dernière question est un petit peu plus difficile, mais j'espère que tout ça a pu t'aider.